Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la grammaire. On a vu les 4 autres points qui concernaient l'oral et il nous manque la grammaire, c'est le point que je retardais en fait au maximum parce que c'est ce que je trouve le plus complexe à expliquer et le plus complexe à comprendre. Mais rassurez-vous, ça va aller, on y va petit à petit. La grammaire, c'est donc la grosse nouveauté du bac 2020, ça y était pas du tout avant et encore moins à l'occasion d'un oral. Ça a un programme particulier, en l'occurrence on a 4 thèmes en seconde, 3 thèmes en première. Alors pour le bac 2020 c'est encore plus spécifique puisque les thèmes de seconde ne peuvent pas tomber, uniquement les 3 thèmes de première, à savoir la négation, l'interrogation et la proposition subordonnée en fonction de complément circonstanciel. Ça se place en fin d'exposé, donc entre l'exposé et l'entretien, ça dure 2 minutes et c'est évalué également sur 2 points. Les critères d'évaluation sont les suivants: la maîtrise de la notion et la capacité d'analyse et d'explication de l'élève. Je vais vous donner d'ores et déjà 3 petites astuces pour bien gérer ces points-là. Déjà, il faut anticiper en vous préparant à la maison, donc savoir reconnaître les structures verbales, savoir les identifier, savoir les analyser et aussi les expliquer. Les expliquer, donc les mettre en rapport avec le sens du texte. Deuxième astuce, c'est apprendre le vocabulaire technique. En gros, la grammaire, ça demande vraiment des termes spécifiques pour désigner des choses spécifiques et on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi, de reformuler ou d'utiliser ses propres mots. En fait, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment les termes particuliers, donc il faut apprendre ce vocabulaire-là. Pour finir, il faut bien développer la partie explication et la mettre en rapport avec le texte. Quand je dis l'explication, c'est l'explication du point de grammaire. Autrement dit, pourquoi l'auteur a construit cette phrase de telle façon et pas d'une autre, qu'est-ce que ça apporte au niveau du sens du texte. Ce que je vous propose du coup pour la suite, c'est de partir sur des révisions sur les 3 points de grammaire au programme de première et je vais vous donner au fur et à mesure des exemples et la façon dont il faudrait les expliquer lors de l'oral. Donc pour commencer, la négation, les choses à retenir. Alors ça correspond à l'inversion d'une valeur de vérité ou une réfutation. Il y a 4 constructions distinctes, les plus basiques. La négation par dérivation, construction d'un antonyme. Exemple, il n'était pas impossible qu'elle l'ait vu. Impossible, donc l'antonyme de possible, c'est le préfixe au début du mot qui permet de construire la négation. Deuxième possibilité, la construction avec la préposition sans qui exprime une quantité nulle. Exemple, lui accorder une faveur sans qu'il sût même qu'elle lui en accordait une. Donc sans qu'il sût même qu'elle lui en accordait une, on a bien la préposition. Et l'idée, c'est ici, en l'occurrence dans ce texte, alors ce sont des extraits de Lafayette, du vol du portrait en particulier. Et l'idée, c'est ici donc de jouer sur le jeu du caché, dévoilé, le secret, la complicité, etc. Troisième possibilité, celle que vous connaissez le mieux, c'est ce qu'on appelle la double entente, à savoir l'ajout de 2 adverbes de négation, ne pas, ne point, ne plus, ou alors d'un pronom au déterminant négatif suivi de ne, rien ne, personne ne, aucun ne, etc. Donc celui-là, vous l'aviez déjà dans le premier exemple. Il n'était pas impossible, donc ne pas. D'accord, ça c'est la base de la négation. Et dernière possibilité, c'est la restriction ou l'exception, donc la construction restrictive ou la construction exceptive avec ne que. Ça indique une valeur qui est positive mais limitée, du type les rideaux qui n'étaient qu'à demi fermés. Donc ici, n'était qu'à demi fermé, on a bien le ne que, et on est dans l'idée de mettre en avant encore une fois le cachet, etc. Et donc de rendre en fait possible, réel, que la vision des 2 personnages, à savoir Monsieur de Nemours et Madame de Clèves, et non pas la possibilité pour tous les autres personnages de voir ce qui est en train de se passer entre eux. 4 constructions, je vous le disais, traditionnelles, mais aussi 4 cas particuliers pour cette négation. D'abord le nom, tout simple. Alors le nom,
On le retrouve soit dans du discours direct, soit dans du discours indirect libre. Il correspond soit à une réponse, soit à un renforcement, soit à une opposition, soit à une gradation. Par exemple, non seulement nous n'avons pas les principes qui mènent au vrai, mais nous en avons qui s'accommodent très bien avec le faux. Non seulement, mais aussi, c'est typiquement une gradation, c'est une structure en fait qui vient de la rhétorique antique, et on trouve cet exemple dans la Dent d'or de Fontenelle. Deuxième exception, c'est le pas suivi d'un intensif. Exemple, elle n'était pas peu embarrassée. Donc peu, c'est un intensif, ici, d'affaiblissement. Et en fait, ce phénomène-là crée dans cet exemple une litote. Donc dans ces cas-là, lorsqu'on a un pas plus un intensif, pas trop, pas assez, etc., il faudra voir ce que ça fait spécifiquement dans le texte par rapport à l'occurrence que vous êtes en train d'analyser. Troisième structure particulière, le ni. Vous connaissez ni. Alors, le ni, il permet de coordonner et il est souvent dédoublé, mais ce n'est pas toujours le cas. Exemple, toujours dans la Dent d'or de Fontenelle, figurez-vous quel rapport de cette dent aux chrétiens ni aux turcs. On a un seul ni qui permet de coordonner les chrétiens et les turcs. Et dernière possibilité, ce qu'on appelle la prétérition, donc c'est un emploi spécifique de la négation, du type « je ne dis pas que, mais en fait je le dis quand même ». L'idée de la prétérition, c'est faire semblant de ne pas pour le faire finalement. Donc on a une négation, mais qui est retournée juste ensuite. Donc c'est bien un cas vraiment particulier de l'emploi. J'en viens à... alors je vais assez vite, donc bien sûr, pour tout ce qui est complément, je peux vous renvoyer à... d'abord au Becherel de la grammaire, c'est la base. Autre possibilité, vous avez vos manuels scolaires dans lesquels il y a des choses expliquées, vous avez plein de choses sur internet avec notamment des exercices où vous pouvez trouver plein d'informations complémentaires. Et le mieux, ça reste encore l'entraînement dans vos textes directement. Vous prenez vos textes, vous cherchez des occurrences, vous essayez de les analyser. Et pour la moindre question, vous envoyez un message à votre prof. C'est quand même le plus direct. En parlant de direct, l'interrogation. On ménage cette transition. Donc l'interrogation, elle peut être directe ou indirecte, totale ou partielle. On appelle donc une interrogation directe quand elle est dans du discours direct, et indirecte quand elle est dans du discours indirect. Là, je vous renvoie au discours rapporté. Totale, ça veut dire qu'elle porte sur l'ensemble de la phrase, et partielle, c'est qu'elle n'interroge que sur un seul élément spécifiquement. L'interrogation, elle répond à une construction particulière, à savoir un mot interrogatif, une inversion sujet-verbe et un point d'interrogation lorsqu'elle est directe. Exemple, d'où vient cela ma fille? On a bien une interrogation directe et une interrogation partielle en même temps, puisque on a le d'où interrogatif qui interroge sur la provenance. La valeur ici de cette interrogation, c'est l'obtention d'une information. Donc on n'oublie pas, on analyse la structure, on donne la valeur, et ensuite, dans un second temps, il faudra expliquer par rapport au texte. Ici, c'est une phrase qui est extraite de Conte de Perrault, Les Fées. Et donc là, en l'occurrence, c'est la mère qui demande à la fille comment elle a obtenu son don magique. Autre valeur possible, donc l'obtention d'informations. Autre valeur, la confirmation. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don? Donc, toujours la mère qui parle cette fois à son autre fille. Et ici, on attend donc simplement une confirmation, et ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt spécifiquement une injonction qui est implicite en fait, puisque juste après on a d'ailleurs un ordre qu'elle lui donne. Vous n'avez qu'à aller à la fontaine, etc. Troisième possibilité, la question rhétorique, celle-là vous la connaissez. Est-ce que je suis ici venue pour vous donner à boire? Donc ici c'est la fille qui parle à la fée, or on est dans du sarcasme, on est dans une réponse qui est pour elle évidemment non. Et donc, ce n'est pas une vraie interrogation, puisqu'on n'attend pas de réponse, on connaît la réponse, voire on donne la réponse juste après. Il faut faire attention à une chose spécifique. Il peut arriver que dans un texte, vous ayez une superposition entre interrogation et exclamation. Dans ce cas-là, vous allez avoir des marqueurs de l'interrogation, à savoir
le mot interrogatif, l'inversion du sujet et du verbe, sauf qu'à la place du point d'interrogation, vous aurez un point d'exclamation. En gros, ça correspond à une intonation que vous pouvez retrouver dans les bandes dessinées avec justement les deux signes de ponctuation qui sont collés. Ça, dans un texte littéraire, ça n'existe pas de mettre deux signes de ponctuation, mais du coup, on va voir quand même cette superposition au niveau de la structure. Exemple, que vois-je là? Toujours dans ce texte de Perrault, le que vois-je là, on a un point d'exclamation à la fin, mais on a bien le que, le vois-je inversé, etc. Donc cette fois, la mère s'auto-interroge, elle soumet la vérité à son auto-validation en fait. Ça exprime en même temps son émotion, d'où l'exclamation, à savoir la surprise, le choc, etc. Donc ça c'était le deuxième point, et pour finir, les propositions subordonnées en fonction de compléments circonstanciels. Les subordonnées en fonction de compléments circonstanciels, donc elles sont toujours introduites par soit une conjonction de subordination, soit une locution conjonctive. On appelle en gros une conjonction de subordination quand il n'y a qu'un seul mot, une locution conjonctive quand il y en a deux en général. Elle répond au test de suppression et de déplacement de façon positive, à l'exception peut-être du complément circonstanciel de condition, qui, si on le supprime, il manque un morceau de la phrase pour bien en comprendre le sens. La subordonnée, elle a donc un sujet propre, un verbe propre et potentiellement un complément qui lui est propre. Ce qui veut dire que c'est bien une proposition, d'accord, à part entière. Et donc, il faut faire attention à ne pas confondre les subordonnés en complément circonstanciel et les compléments circonstanciels tout court qui ne sont pas des subordonnés. Et pour finir, bien évidemment, elle exprime une circonstance. Donc, il s'agit là de l'identifier. Est-ce que c'est une circonstance de temps, de cause, de conséquence, de condition, de concession ou de but? On va le retrouver avec des mots particuliers. Donc, de temps, on va avoir quand, lorsque, avant que, après que, depuis que, etc. De cause, parce que. De condition, on va avoir si, par exemple, à condition que. De concession, on va avoir bien que, alors que, tandis que. D'opposition, d'ailleurs aussi ça, ne confondez pas concession et opposition. C'est concession, on est vraiment sur, on admet une chose pour que l'interlocuteur en admette une en notre faveur, alors que l'opposition c'est vraiment un contraste. Donc, tandis que, alors que c'est opposition, et bien que, ça va être de la concession. Et enfin de but, donc afin que, justement. J'ai un exemple, en l'occurrence, dans un texte de Ronsard qui s'appelle Quand vous serez bien vieille, etc. C'est dans les sonnets pour Hélène. Donc, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Donc, on a ici une subordonnée qui commence à du temps que, avec cette locution conjonctive, qui a son sujet propre je, son verbe propre était, et son complément, ici un adjectif, belle. C'est bel et bien un complément circonstanciel, puisqu'on peut le supprimer, Ronsard me célébrait, ou le déplacer, du temps que j'étais belle, Ronsard me célébrait. Les deux fonctionnent au niveau du sens. Pour l'expliquer, alors, on a ici une valeur qui est temporelle, du temps que exprime donc une durée, spécifiquement, ça correspond à une simultanéité entre ce qui se passe dans la principale et ce qui se passe dans la subordonnée, et on le voit grâce à la concordance des temps, me célébrer imparfait, j'étais belle imparfait. Et pour finir, l'explication qu'on devrait donner ici, c'est parce que le thème du temps est récurrent dans ce sonnet-là de Ronsard, qui évoque le carpe diem et aussi l'image de la femme fleur qui flétrit avec le temps, fleurit quand elle est jeune et flétrit en fait quand elle vieillit. J'espère que ces 3 points de grammaire sont plus clairs pour vous maintenant. Encore une fois, n'hésitez pas à aller faire de plus amples recherches et surtout à vous entraîner vraiment beaucoup pour maîtriser ces notions-là. N'oubliez pas la moitié des informations à donner, donc il faut être exhaustif sur ces points-là à chaque fois. Vous allez avoir en fait qu'une phrase à analyser lors de l'oral, donc il va falloir vraiment développer. 2 minutes, c'est à la fois très court et très long lorsqu'on n'a rien à dire, donc n'hésitez pas à y aller vraiment dans la profondeur de l'analyse et dans l'élucidation du sens.
J'espère que cette vidéo, comme les suivantes d'ailleurs, seront beaucoup plus agréables au niveau sonore parce qu'il n'y a pas le ventilateur de mon ordinateur en dessous, j'ai fait attention cette fois-ci. Et le format paysage pour changer, vous me direz si c'est mieux. Sur ce, je vous souhaite bonne chance pour bien réviser votre grammaire et on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo. Alors, je ferai spécifiquement des explications linéaires type bac, comme ça vous verrez concrètement à quoi ça ressemble.